Sur le podcast Apprendre à apprendre une langue, vous allez pouvoir vous enrichir en écoutant l'expérience et le parcours de personnes qui ont réussi à apprendre une langue et même souvent plusieurs. On sait qu'il n'existe pas de méthode universelle d'apprentissage, mais le but de ces podcasts, ça sera de vous permettre de découvrir votre propre méthode. Donc vous pouvez commencer en écoutant les podcasts. Si vous souhaitez vraiment passer à l'action, je vous invite à télécharger le PDF Apprendre à apprendre une langue. Vous le trouverez sur mon blog montessori-apprendreautrement.com dans la rubrique Apprendre à apprendre une langue. Donc c'est un guide de 49 pages où je décris les 5 piliers pour apprendre à apprendre une langue. Et pour aller encore plus loin, Jessica et moi, nous vous proposons un accompagnement en ligne de 3 mois, 1 heure par semaine. Paulette est canadienne et quand j'ai écouté un podcast en anglais où elle décrivait un peu son parcours et sur l'apprentissage des langues, j'ai eu envie de l'interviewer sur le podcast parce que Paulette n'apprend pas juste des langues comme ça. Elle a une façon de vivre l'apprentissage qui est vraiment belle et j'avais très très envie de pouvoir échanger avec elle et que vous puissiez écouter la façon dont elle apprend les langues et tout ce que ça implique pour elle. Donc je vous laisse profiter de cette interview et je laisse place à ma conversation avec Paulette. Bonjour Paulette. Bonjour. Je suis contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. J'ai déjà écouté une de tes interviews sur un autre podcast en anglais et j'aurais vraiment aimé pouvoir échanger avec toi pour que mes auditeurs puissent entendre ton parcours. Et ton parcours m'avait beaucoup touchée et donc merci d'être là aujourd'hui pour partager ton expérience. Ah oui, merci, tu es très gentille. Je suis ravie d'être là. Est-ce que tu veux bien, alors si j'ai bien compris, à un moment de ton parcours avec les langues, tu as réalisé qu'on n'avait pas forcément besoin d'un professeur, mais qu'on pouvait apprendre par soi-même de manière autodidacte. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment tu as réalisé cela ? Ah oui, c'est une bonne question. Je pense que c'était grâce à une amie que j'ai rencontrée à l'université. Et il vient de Pays-Bas. Et en fait, c'était très impressionnant. Il a appris l'anglais pour la plupart soi-même avec les séries télévision, avec les livres et je pense que il a eu peut-être 2 ans à l'école et après ça après il a établi son base. Il a décidé que c'était quelque chose de très intéressant pour lui. Et oui, et c'était son exemple qui... oui, c'était un moment de clarté que j'ai réalisé. Oui, c'est possible. Et c'était très intéressant parce que je suis canadienne et canadienne anglophone, évidemment. Et pour tous les étudiants à l'Ontario où je suis née, c'était obligatoire d'étudier le français à l'école. Mais les méthodes n'étaient pas très efficaces. Et après 6 ans, 6 ans d'instruction en français, j'ai trouvé que c'était impossible de parler en français. Et alors, j'étais un peu déçue. Et aussi, j'ai détesté le français à l'époque. Et alors, c'était un vrai chemin, un vrai voyage de découverte que j'ai abordé avec l'apprentissage autodidacte. Et maintenant, avec beaucoup de ressources en ligne et beaucoup de technologies qui fait plus facile l'apprentissage des langues étrangères,
je pense que c'est plus facile maintenant que jamais. Hmm, hmm. Et c'est grâce à cet ami que tu as réalisé que oui, tu avais passé 6 ans en cours et tu n'étais pas, voilà, comme tu dis, je détestais le français parce que je pense que tu devais être un peu ressentir de la frustration de ne pas être Oh, capable, voilà, oui, c'est oui, ça. exactement. Et en fait, c'était le moment où j'ai réalisé que simplement passer du temps avec la langue, c'est pas, c'est pas une clé magique. Oui, Hmm, c'est pas, il n'y a pas une ange dans le ciel qui marque, elle a passé assez de temps avec la langue et maintenant elle peut parler couramment. C'est hmm, pas comme ça. hmm, Il faut qu'on fasse des choses vraiment utiles avec le temps hmm, et, et il faut qu'on euh, on faire, il faut qu'on fasse des choix logiques. hmm, Oui, je voudrais être capable de faire cette chose, alors je dois préparer dans une certaine façon. hmm, Euh, et je pense que c'est quelque chose qui n'a jamais passé à l'école. hmm. C'était seulement, il y avait une texte, il y avait un livre, il y avait une prof, et, et on a fait des choses parce que c'était nécessaire, c'était obligatoire, mais sans aucune pensée de pourquoi je fais Hmm. ça, pourquoi je fais ça, est-ce que c'est utile ou non? Oui. Et une langue, quand on y réfléchit, c'est pour communiquer. Alors, juste travailler avec un cahier, un livre, c'est pas une vraie situation de communication. Oui, 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 exactement. Et je pense que c'est quelque chose que les gens ne réalisent pas, particulièrement les gens qui étaient bons à l'école. Euh, c'est l'idée que, oui, une langue, c'est quelque chose d'intellectuel. Hmm. Mais c'est pas vraiment comme ça. Il y a une partie intellectuelle, mais aussi une partie très physique, très physique. Et c'est comme apprendre à jouer au tennis, Hmm. peut-être, oui. Si tu voudrais apprendre à jouer au tennis, c'est pas, c'est pas très utile de lire beaucoup de livres au sujet des tennis. Ah Hmm. oui, après un an, peut-être je voudrais être capable de le jouer. C'est pas comme ça. Et c'est nécessaire, si tu voudrais parler une langue, c'est nécessaire de pratiquer. Hmm. Même avec beaucoup d'erreurs, je fais encore beaucoup d'erreurs en français, mais si je ne, si je ne m'inquiète pas aux ces erreurs, c'est plus facile d'utiliser les langues, d'échanger avec des personnes françaises qui sont très intéressantes, qui sont très géniales. Et je trouve souvent que les autres sont moins gênés par nos erreurs. Oui, C'est nous qui nous inquiétons nos erreurs. Et je pense que c'est vraiment un dommage. oui. C'est pas nécessaire. Parce que oui, le but, c'est la communication. Et la Hmm. communication, euh, c'est possible même avec beaucoup d'erreurs. Oui, oui, oui. Et oui, c'est vrai ce que tu dis parce que quand j'écoute quelqu'un, alors tu n'en fais pas beaucoup d'erreurs, mais quand tu en fais une, voilà, je me dis pas, oh, elle a fait une erreur. Je me dis, waouh, elle ose parler français, c'est génial. Elle est en train de s'entraîner, donc elle va s'améliorer. Et du coup, ce que tu veux dire, c'est qu'on devrait avoir le même discours pour soi-même. On devrait s'autoriser nous-mêmes à faire des erreurs parce qu'on sait que c'est Oui. comme ça qu'on progresse. Oui, exactement. C'est une technique que j'appelle la technique, je ne sais pas comment on dit en français, mais la technique du miroir. Mhm. Imagine quelqu'un qui essaie de parler ta langue et oui, avec une petite erreur, euh,
tu, tu ne veux pas critiquer cette personne, tu es, comment dit-on, compréhensif. Oui, compréhensif, oui. Compréhensif. Et alors, c'est la même. Et aussi, je pense que c'est intéressant et c'est important de se souvenir aussi que oui, il y a des personnes anglais, il y a des personnes français, il y a des personnes japonais qui sont un peu mauvais, qui peut-être, si tu fais une erreur, il critiquera, mais ça arrive aussi dans ta langue maternelle. Oui, on, on trouve des personnes qui sont un peu, je sais pas, méchants, pas méchants, et dans ta vie quotidienne, dans ta langue maternelle, tu ne pries pas comment dit-on, tu ne pries pas le culpabilité pour soi-même. Tu dis, ah oui, il est méchant. Et tu continues avec ta vie. Mais dans une autre langue, c'est différent. Quand quelqu'un est méchant, tu penses, ah oui, je me suis trompée. Et c'est important, je pense, de se développer la même confiance dans la langue que tu voudrais parler que en ta propre langue. Parce que le langage, c'est pas seulement quelque chose avec la bouche, avec le cerveau, c'est aussi quelque chose avec la confiance. Oui, il s'agit de la confiance, il s'agit de la personnalité. Et je pense que c'est très, très, très important de se souvenir de ça. Ah oui, oui, oui. Et du coup, quand tu commences à apprendre une nouvelle langue, est-ce que tu cherches des personnes compréhensives, bienveillantes, avec qui tu vas pouvoir échanger? Oui, un peu. Quand je commence avec une nouvelle langue, je me pose quelques questions. Pourquoi? Oui, c'est la première question. Pourquoi cette langue? Quoi, à qui je voudrais parler? Quoi dois-je faire? Lire, écrire, parler, comprendre. Et si je voudrais être capable de parler, d'avoir des conversations dans la langue, je cherche avec des outils technologiques, peut-être Tandem, c'est une application pour les mobiles, et aussi italki, il y a beaucoup de gens sur italki, et aussi il existe des autres, je pense, HelloTalk, il y en a beaucoup. Oui. Et ce sont des applications qui servent à rencontrer un autre partenaire de langue, c'est ça? Oui, exactement. Et je pense que c'est nécessaire d'être assez sélectif parce qu'il y a tout le monde dans ces applications et particulièrement pour les femmes, je trouve que ça arrive qu'il y a des messages pas très, pas très focalisés sur la langue. Et aussi, il y a des personnes qui peut-être sont pas très sérieux aussi. Et alors, ça arrive qu'on essaye d'échanger avec quelqu'un et il ne marche pas. Et c'est nécessaire de n'être pas déçu. C'est nécessaire de réessayer une autre fois parce que après un peu de temps, c'est possible de trouver quelqu'un assez génial. Par exemple, sur Italki, j'ai trouvé une femme russe qui vit à Saint-Pétersbourg, je ne sais pas comment dire en français. Et elle est journaliste et aussi une femme qui aime lire et qui est très intéressante.
Et en fait, nous avons devenu comme amis, oui, après un peu de temps. Et ça m'aide beaucoup parce que chaque semaine, j'ai hâte pour échanger avec elle. Et ça crée pour moi une motivation très puissante parce que c'est pas simplement que je voudrais pratiquer la langue pour la langue, c'est aussi que je voudrais expliquer quelque chose d'intéressant qui qui s'est passé dans ma vie. Et je pense que oui, le langage, c'est pour la communication. Et alors, les liens avec les autres personnes, les liens sociaux, sont assez importants pour établir une motivation et aussi une sens d'utilité pour les langues. Parce que ça arrive de temps en temps que tu manques de la motivation et tu penses pourquoi je fais ça, c'est très dur. Mais si tu utilises la langue même au début pour la communication, pour les choses qui vraiment t'intéressent, je trouve que c'est plus facile de se souvenir des raisons pourquoi tu voudrais de part. Oui. Oui, je vois vraiment ce que tu veux dire parce que la première personne que j'avais rencontrée sur italki, c'était un Canadien. Et on a échangé quelques fois et au bout d'un moment, il m'a envoyé un article sur les armes. Et je lui ai dit, ça ne m'intéresse pas les armes. Et après, il n'a plus voulu qu'on se parle. Alors j'étais déçue, mais en fait, après, je me suis dit, mais c'est juste qu'on n'avait pas suffisamment de points communs. Et maintenant, j'ai retrouvé une autre Canadienne avec qui on a des points communs, avec qui on aime échanger. Et comme tu dis, c'est plus on a rendez-vous et je me dis pas juste je vais m'entraîner, je vais m'améliorer en anglais. On a envie de se raconter des choses. Oui, voilà. Oui. Je conseille que si quelqu'un voudrait chercher une partenaire linguistique, de prendre un peu de temps pour créer un profil sur les sites avec tes intérêts, tes préférences, les heures disponibles pour échanger. Et aussi, si tu reçois un message de quelqu'un, regarde son profil. Est-ce qu'il y a des choses là? Est-ce que ce que cette personne a pris de temps pour expliquer ses intérêts? Parce que si quelqu'un n'a pas pris de temps pour compléter le profil, peut-être que c'est pas une personne qui est très sérieuse, et alors, oui, je pense que c'est parfois difficile d'être sélectif parce que je me sens un peu méchant quand je reçois une invitation et je dis non, mais c'est nécessaire, c'est pas possible d'échanger avec tout le monde. Bah oui, c'est ça, on a un temps limité. Et est-ce que tu échanges avec quelqu'un dès le début, quand tu commences à apprendre une langue, ou tu attends quand même d'être un petit peu plus à l'aise? C'est assez tôt que je cherche quelqu'un d'autre, mais toujours je crée une script. Une quoi? Si c'est un script. Ah, oui, un script. Non, un script. Un script? Voilà. Oui, ok, c'est la même. Ok. Et peut-être avec les choses comme je m'appelle Paulette, je suis née au Canada, j'aime lire, je suis enseignante, je suis prof d'anglais, avec les choses très basiques, mais avec un peu de préparation, je trouve que je suis plus confiante. Non, oui, je suis plus...
Oui, c'est ça, c'est vrai. C'est ça. Ok, j'ai plus de confiance et aussi je me sens plus, plus prête pour poser des questions parce que si je me présentais un peu, je peux puis poser les mêmes questions à mon partenaire. Où est-ce que tu es né? Tu fais quoi dans la vie? Et ça crée une sorte de structure pour la conversation. Et particulièrement au début, c'est très utile parce que même dans ma langue maternelle, quand je rencontre quelqu'un de nouveau, c'est parfois un peu maladroit parce que je ne connais pas cette personne. Et alors, c'est intéressant parce que dans l'apprentissage des langues, il y a des questions linguistiques, mais il y a aussi toutes les questions sociales normales, oui. Les questions de personnalité, le rythme de la conversation. Et alors, je trouve qu'un petit morceau de préparation, c'était utile dans ces situations. Oui, tu te sens plus prête et je pense que c'est plus profitable aussi pour l'apprentissage quand on s'est préparé. Et est-ce que tu demandes à la personne un feedback? Oui, normalement, je trouve que c'est plus naturel de ne pas donner le feedback moment par moment parce que c'est mieux de ne pas interrompre la conversation parce que le flow, c'est très important. Et aussi, c'est intéressant parce que c'est un point un peu technique, mais dans l'apprentissage des langues, pour moi, il y a deux buts. Je voudrais être fluide et je voudrais être correct. Et c'est intéressant parce que souvent, l'un empêche l'autre. Oui. Si tu passes beaucoup de temps, oh oui, est-ce qu'il y a la conjugation propre ou non? C'est très difficile d'être fluide. Et si tu se concentres sur la fluidité, c'est totalement naturel de faire des erreurs. Et alors, je pense que c'est très utile d'être consciente de cette fait. Et je pense que quand j'étudie moi-même, je me concentre plus sur les règles de la grammaire et le vocabulaire et la conjugation, toutes les choses comme ça. Mais quand j'échange avec quelqu'un, je voudrais me focaliser plus sur la fluidité et me développer la capacité de parler dans une façon naturelle. Alors, avec l'autre personne, normalement, je préfère que la personne peut-être pris des notes ou taper sur Skype le fenêtre du chat, je ne sais pas comment dire, et après, on a terminé notre discussion, alors je peux réviser la liste de mes erreurs, mais dans le moment, c'est pas très utile de me focaliser sur mes erreurs. Oui, c'est ce que je fais aussi quand j'échange avec des personnes. Voilà, on essaye de ne pas interrompre la conversation, mais on prend un temps à la fin. Oui, exactement. Oui, je pense que c'est très important. Et dans le premier podcast que j'avais écouté, tu avais dit deux choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Le fait que tu te parles à toi-même et le fait que des fois tu prépares des scripts. Est-ce que tu peux nous en parler? Ok, c'est peut-être... Je ne veux pas que les gens pensent que je suis folle. Je ne suis pas. Mais
C'est particulièrement avec une langue compliquée comme le français, c'est très utile de pratiquer autant que possible. Et c'est pas possible pour moi de trouver quelqu'un avec qui je peux parler français 3 heures par jour. C'est totalement impossible. Mais il y a des petits moments pendant ma journée, ma vie quotidienne, quand je suis je fais du sport ou je lave les vaisselles ou je fais le ménage et mon corps est occupé, mais mon cerveau, mon esprit est libre et alors c'est possible pour moi en place de penser quelque chose aléatoire. Je peux raconter des histoires à moi-même en français et parfois silencieux et parfois à haute voix. À voix haute, oui. Oui. Et c'est pour 2 raisons. Je trouve que la bouche a des muscles, oui. Et c'est nécessaire de pratiquer, créer les sons. Je suis sûre que tes écouteurs, non. Mes auditeurs. Auditeurs, oui. Voilà. Pardon. Je suis sûre que tes auditeurs peuvent noter que ma prononciation en français, c'est pas parfait, pas du tout. Et c'est intéressant parce qu'il y a des erreurs dont je suis consciente, mais la conscience d'une erreur, c'est pas la même chose. C'est pas une billet magique pour détruire cette paradigme, cette erreur, parce que j'ai quelques habitudes qui a développé quand j'étais jeune avec le français et maintenant c'est nécessaire de réapprendre comment prononcer les sons. Et alors pour moi c'est comme un entraînement, c'est comme je pratique pour un sport. Je suis consciente que je fais une erreur très souvent avec une son particulière. Et alors quand je passe l'aspirateur, peut-être je répète cette son. Et parce que le but pour moi, c'est pour cette son, la façon correcte pour prononcer cette son, d'être automatique. Et rien devient automatique sans répétition. C'est totalement nécessaire. Alors, c'est ça, c'est la répétition pour les sons, pour la prononciation, mais aussi, je trouve que c'est très génial de pratiquer les conversations imaginaires. Je ne sais pas si c'est un mot en français, mais parfois je crée les mots. OK. Et par exemple, je pense, OK, si je passe à mon ami et je voudrais expliquer une série que j'ai vue hier soir, comment je voudrais expliquer. Oui? Et j'imagine que je suis en train de le faire. Et c'est comme une pièce de théâtre, peut-être. Oui, et j'ai joué dans une groupe de théâtre pour les étudiants quand j'étais jeune. Et c'était très divertissant. Et alors, je trouve que c'est un peu comme répéter pour une pièce de théâtre. J'imagine des situations. Et c'est simplement une méthode pour garder l'activité dans cette langue pendant ta vie. Oui, oui. Oui, et je pense que c'est important parce que
pour vraiment apprendre une langue, c'est pas suffisant de le savoir dans une façon cérébrale. Cérébral, oui. Oui, exactement. Merci. C'est nécessaire de s'intégrer un peu, de faire que cette langue devient une partie de toi. Et je pense que le plus que on utilise la langue pendant notre journée, pendant notre vie quotidienne, le plus on a le sentiment que oui, cette langue est une partie de moi. Et l'apprentissage, c'est vraiment lié à l'émotion et l'identité. Et je pense que si tu peux créer un lien très fort avec la langue, ça serait plus facile de le parler dans une façon qui nous plaît. Qui nous plaît. Oui. Je vois ce que tu veux dire, parce que tu as raison quand tu dis qu'on ne peut pas parler 3 heures par jour à quelqu'un dans une autre langue, ça ne serait pas possible. Et en fait, tu profites de chaque petit temps, voilà, indispensable, faire le ménage, la vaisselle, les trajets en voiture, pour t'entraîner en fait. Et le fait de parler à voix haute, c'est encore mieux que de se parler dans la tête, parce que justement, on prononce les sons pour de vrai, quoi. Oui, exactement. Et aussi, c'est une bonne façon de trouver les lacunes dans ton vocabulaire. Ben oui. Parce que si tu fais quelque chose chaque jour, si tu fais quelque chose chaque semaine, c'est probable que tu voudrais en parler un jour. Et alors, si tu racontais tes activités pendant la journée et tu trouves, ah oui, ok, maintenant je suis en train de faire les vaisselles, mais je ne sais pas comment le dire. Oui? Et c'est une signe, c'est une bonne signe que j'ai besoin de ces mots. Oui. Et alors, c'est souvent très utile que si j'imagine, je voudrais expliquer mon parcours à quelqu'un et j'arrive à je bloque avec, je suis pas sûre comment expliquer cette partie. En fait, c'est fantastique parce que tu as trouvé quelque chose dont tu as besoin. Oui. Et maintenant, tu peux aller chercher cette information. Oui, c'est super. Et moi, je me suis réconciliée avec le ménage. Parce qu'avant, je n'aimais pas ça. Mais là, c'est un temps pour moi où j'écoute des podcasts. Oui, exactement. Les temps morts, c'est pour beaucoup de gens qui sont très occupés. C'est souvent la seule façon pour trouver le temps suffisant. Pardon. Oui. Et aussi, tu parlais des scripts. Tu sais, de prendre le temps de faire un script à l'avance. Et quand j'ai entendu ça dans le podcast avec Benny Lewis, je l'ai fait pour moi. Tu sais, avec mon amie Jessica, on s'envoie des messages vocaux avec WhatsApp. L'avantage, en fait, c'est que elle l'écoute quand elle est disponible, elle me répond quand elle peut et inversement. Et d'habitude, je lui laissais des messages en français, parce que ma copine est irlandaise, donc elle parle français et anglais. Et là, je me suis dit, tiens, je vais préparer à l'avance mon script avec toutes les idées, tout ce que j'aimerais lui dire. Et bon, alors après, quand je l'ai lu, elle a dû l'entendre que je le lisais et que c'était pas naturel. Mais au moins, ça m'a permis, moi, tu vois, de retravailler les temps des verbes que j'avais étudiés avant. Ça m'a permis de prendre le temps. Parce que dans une vraie conversation, des fois, je me dis, quel temps? Et ben, j'ai pas le temps de chercher quel verbe utiliser et je dis le premier qui sort. Alors que là, comme je lui laissais un message sur WhatsApp, et que j'ai pris le temps d'écrire à l'avance mon script, ça m'a laissé le temps d'enlever le maximum d'erreurs possibles. Oui, et je trouve c'est très souvent que je prépare un script et je n'utilise pas dans
exactement. Je n'utilise pas peut-être dans la façon que j'ai prévenu, mais c'est le processus qui est important. C'est le processus de créer le script qui te donne une sorte de... En anglais, on disait a rehearsal, mais je ne sais pas comment dire en français. Ah oui, ce serait pas le fait comme un peu une répétition ou un... Non? Oui, peut-être une répétition, une préparation, voilà. une pratique. Et c'est parce que quand tu prépares le script, c'est nécessaire de penser à des mots, de penser de la grammaire, à la grammaire, pardon. C'est nécessaire de faire toutes les choses. Et après, même si tu n'utilises le script pour lire mot par mot, tu seras mieux préparé pour la conversation. Et aussi, je trouve que le script donne la confiance aussi. Et parfois, parfois je lis mon script mot par mot après la conversation. Ah oui. Et oui, et parce que c'est intéressant pour moi lire à voix haute en français, c'est un peu difficile parce que je me concentre sur les mots écrits et aussi je me concentre sur les sons. Et c'est une bonne préparation parce que ça me donne une façon de créer un lien entre les sons et les comment on dit, le meaning, la significance. Le sens. Ouais, la significance, la substance des mots. Et je trouve souvent ce qui arrive, c'est que pendant la conversation, peut-être j'utilise pas les mots exacts de le script, mais je mélange un peu. J'utilise peut-être le début d'une phrase, mais je change des détails. Et en fait, c'est mieux. C'est mieux de le faire parce que c'est un peu de créativité qui montre une vraie... comment dit-on, un vrai engagement avec la langue. Et alors, je pense que préparer un script, ce ne veut pas dire être un robot. Oui, c'est le processus de créer un script. Et alors aussi, c'est possible de garder un esprit de créativité et spontanéité pendant la conversation. Et c'est un équilibre et je pense que c'est différent pour chacun. Mais oui, je pense qu'après, avant on discute sur quelque chose, c'est utile de penser, ok, c'est quoi le sujet et quelles sont les 3 ou 4 idées majeures qui sont liées à cette idée pour moi, et ok, quelles sont pour chaque sujet, pour chaque idée, quels sont mes messages, mes pensées, les choses que je voudrais dire. Et ça crée une sorte de carte mentale. Et la création de ça, stimuler le cerveau,
Et aussi, pendant la conversation, s'il y a une pause un peu maladroite, c'est possible de revenir au ta carte, au ta script, pour trouver, OK, je peux lancer sur un nouveau sujet, je peux lancer sur une nouvelle phrase pour recommencer, pour pour recommencer le flow de la conversation. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et j'aurais aimé te demander, est-ce que tu essayes de comparer les modèles de la langue, enfin de ta langue maternelle et de la langue que tu apprends? Un peu, mais je trouve que mon but ultime, c'est d'apprendre comment penser dans la langue. Oui, donc pas de traduction, mais plutôt comment penser dans la langue. J'utilise la traduction, mais seulement comme un utile, parce que c'est un utile très utile. C'est un utile très efficace pour traduire. Peut-être si tu voudrais pratiquer mon français, peut-être je peux choisir un article et le traduire en anglais, et avec cette attention, je note quelque chose. Chaque fois, je note quelque chose de nouveau, même si c'est un article que je peux lire facilement en français. Si je le traduis en anglais, je note, c'est comme ça que les Français expliquent cette idée-là. Et c'est utile parce que quand la prochaine fois que je voudrais expliquer une telle idée, je me rappelle, c'est comme ça. Parce que sans cette attention, c'est très naturel d'utiliser les structures de la langue maternelle dans la langue que tu apprends. Et je le fais tout le temps. Je le fais souvent en français. Je fais des anglicismes. Mais c'est un processus qui continue. Et alors, je trouve que avec beaucoup de la lecture et aussi l'écoute, oui, beaucoup de lecture, beaucoup d'écoute, tu développes un sens de comment les gens disent ces types de choses en cette langue, parce que c'est pas une question de OK, je voudrais dire quelque chose et je dois traduire ces mots en cette langue. Non, c'est nécessaire parfois d'oublier les mots et aller un peu plus profond. Et qu'est-ce que c'est l'idée? Alors, par exemple, bonjour. En français, on dit bonjour, oui. Et alors, c'est possible en anglais de dire good day, mais ça marche pas vraiment. Oui. C'est un peu bizarre, c'est un peu démodé. Et alors, la question, c'est pas comment on dit bonjour en anglais. La question, c'est comment les gens disent les salutations, comment les gens, je sais pas comment dire, mais comment les gens envoient des salutations dans le matin, dans l'après-midi, dans le soir. Ça, c'est la question. Et je pense que c'est très souvent que les gens font un type d'erreur particulière à cause de sa langue maternelle. Je suis prof d'anglais et je travaille avec beaucoup d'étudiants espagnols, russes et français. Et
je trouve que c'est très, c'est très amusant, en fait, parce que mes étudiants français font des erreurs totalement différentes de mes étudiants russes. Et en fait, c'est une des raisons pourquoi j'apprends les langues, parce que je suis une meilleure prof, parce que je comprends pourquoi il fait ça. Oui. Et je suis plus capable d'aider un étudiant français parce que je comprends, ah oui, il a fait cette erreur parce que il essaie de recréer une structure française. Alors, je pense que c'est important de comprendre c'est quoi une langue. Parce que c'est pas seulement une liste de vocabulaire, une série de règles de la grammaire. En fait, c'est un phénomène très complexe avec beaucoup de significances sociales. Toutes les questions de la classe sociale sont, par exemple, une partie des langues. Malheureusement, c'est très commun que les gens jugent les autres à cause d'une mauvaise grammaire, un vocabulaire pas très sophistiqué. Et alors, c'est intéressant parce que quand j'enseigne mes étudiants, une étudiante m'a dit « Est-ce qu'il y a OK de dire ça ?» Et la réponse est souvent « Ça dépend. Tu parles à quoi? Tu parles à qui? Oui, si tu parles à ton patron, non, pas vraiment, mais avec une amie, oui, ça marche. Et c'est très intéressant parce que je trouve que les étudiants, les apprenants ne veulent pas ça. Les apprenants préfèrent les réponses très simples, très structurées. Et c'est pas comme ça. Une langue, c'est quelque chose de très complexe. Et toutes les subtilités, toutes les nuances, toutes les complexités du monde sont une partie de chaque langue. Et pour moi, c'est magnifique parce que chaque langue est une façon différente pour voir le monde. Et c'est fantastique, mais aussi ça crée des complexités pour les personnes qui voudraient apprendre une langue. C'est ce que ma copine Jessica me disait et que je l'ai pas vécu, donc j'ai un peu de mal à comprendre ce qu'elle veut dire, mais c'est exactement ce que tu dis, c'est que quand on apprend à parler une nouvelle langue, on n'apprend pas juste à parler une langue, on découvre une culture et peut-être une partie aussi de nous, tu vois, il y a quelque chose en plus, quoi. Oui, exactement. Et c'est intéressant parce que je trouve aussi que des personnes dans les langues différentes, ça arrive que les personnes ont des personnalités un peu différentes. J'ai des amis qui sont bilingues et aussi mon conjoint est bilingue. Il parle anglais totalement couramment, mais il est né à l'Union soviétique quand il existait. Et quand il parle en russe, il parle plus fort, plus agressif un peu, avec sa famille, peut-être je sais pourquoi, mais c'est une langue un peu différente. Et en anglais, il est plus douce, plus gentil, plus à l'aise. Et c'est intéressant parce que je trouve que pour lui, le russe est lié à son dynamique familiale. Et je trouve pour moi qu'avec le français, je me sens un peu plus confortable avec comment on dit, les moments difficiles dans ma vie. Si je suis dans un moment difficile, par exemple, quand j'ai vécu une expérience avec le cancer,
et j'étais en train d'étudier le français à ce moment-là. Et c'était intéressant parce que, peut-être parce que français, ce n'était pas ma langue maternelle, ça créait pour moi une sorte de distance entre moi et mon expérience. Si j'ai pensé à mon expérience en français, c'était plus acceptable, plus facile à contempler les possibilités différentes. Et je trouve que, oui, chaque langue a son propre personnalité. Et c'est en fait, c'est une des raisons pourquoi j'adore l'apprentissage des langues. Parce que c'est une exploration de la soi. Et aussi, c'est plus facile d'apprendre les choses si tu peux créer des liens personnels avec le vocabulaire, avec les rythmes de la langue, les sons. Si tu peux créer une émotion, des souvenirs avec la langue, c'est plus facile de le garder dans tête. Ouais, je vois vraiment ce que tu veux dire. Eh bien, écoute, si tu es d'accord, j'aimerais te poser une dernière question sur les outils que tu utilises, les outils informatiques, voilà, sur Internet. Est-ce qu'il y a des outils que tu aimerais conseiller, voilà, aux auditeurs qui, toi, t'aident vraiment dans ton apprentissage? Oui, c'est intéressant parce que pour moi, la question, ça dépend sur la langue en question, parce que j'utilise les outils différents pour le chinois et le russe, par exemple. Je trouve que c'est très facile d'être inondé par les réseaux parce que il y en a beaucoup. Mais, ok, je déteste Duolingo. Je pense que peut-être je suis la seule personne qui n'aime pas, mais moi non plus. Je n'aime pas cette... Moi non plus. Ah, tu non plus. Oui, je n'aime pas cet e-book. Mais il y a une site et une application qui s'appelle Linguist, Linguist, je pense. Je peux t'envoyer le lien, mais ça s'appelle Linguist, oui. Et il s'agit des cartes mémoire, mais créées pour nous. Et en place un seul mot, c'est toujours une phrase avec une lacune. Et je trouve que c'est plus utile d'utiliser les phrases qu'un seul mot avec mes cartes mémoire personnellement. Alors, je l'aime. Aussi, j'adore Speechling. C'est un site fantastique et pas très bien connu qui se concentre sur la prononciation et en fait, c'est possible d'enregistrer tes phrases, tes mots, tes prononciations et avoir une prof sur le site le corrige. Et c'est particulièrement fantastique et il y a beaucoup des phrases préparées aussi, des phrases utiles pour quelques sujets. J'utilise Anki, mais pas... Je suis pas je suis pas totalement convaincue par Anki parce que je trouve que oui, je trouve que les cartes mémoire sont pas pour moi le mieux
façon pour apprendre, je préfère d'écrire par main pour mon vocabulaire parce que je trouve que, et en fait, la recherche confirme que c'est très utile d'écrire par main. Et j'utilise les listes d'or. Je ne sais pas si tu connais. Non. C'est une méthode qui est... Godlist Method? Oui. Comment dit-on en français? Liste d'or? Oui, la liste d'or, ça serait ça, oui. Liste d'or, oui. Et je trouve que c'est très utile pour moi. J'ai modifié les méthodes un peu parce que je suis un peu une rebelle et je n'aime pas une horaire prédéterminée. Alors, parfois, j'écris 2 listes dans un seul jour et peut-être je n'attends pas pour 2 semaines pour passer. Mais j'utilise cette méthode. J'aime beaucoup lire sur Link. Je pense que peut-être Link est mon site préféré pour l'apprentissage des langues parce que c'est, même si le interface, je ne sais pas comment dire en français. L'interface, oui, on dirait comme ça, l'interface. Interface, le site est pas très amiable pour les débutants, c'est un peu confusant, mais c'est absolument fantastique parce que tu peux lire et écouter en même temps et c'est fantastique. Et aussi, tu peux créer une petite collection des mots que tu es en train d'apprendre. Et quand tu lis les textes différents, Link, je sais pas, Link te rappelle. Ah oui, tu as vu cet mot dans un autre texte et il est là aussi. Et c'est intéressant. Si tu ne connais pas, c'est vaut la peine de chercher sur l'internet. Mais aussi, je crée beaucoup de mes propres utiles. J'ai des cahiers et aussi j'adore utiliser les ressources dans les ressources authentiques autant que possible. Alors en français, je lis des articles, je cherche des podcasts qui sont préparés par les Français, mais liés au sujet qui m'intéresse. Je regarde les séries. Il y a une série française qui s'appelle Zone Blanche, que j'aime bien, par exemple. Et je trouve que c'est important de ne gaspiller beaucoup de temps en regardant et écouter des choses que tu ne comprends pas. Mais quand tu as un niveau suffisant pour regarder des séries et des podcasts et des choses comme ça, c'est très, très, très utile parce que c'est là qu'on développe un sens de langage courant et le langage qui est lié, qui est appropriate, je sais pas comment dire. Approprié, ça marche, ok, pour ce contexte. Et aussi, j'ai beaucoup des astuces comme changer ton mobile à la langue, des choses très communes, mais c'est peut-être un peu cliché, mais les choses sont communes parce que elles marchent. J'ai mis mon GPS en anglais, mais il y a eu une fois, j'étais perdue et je me suis dit pourquoi je l'ai mis en anglais.
Oui, c'est intéressant. J'ai même essayé de jouer un jeu vidéo en français. C'était très intéressant. C'était une petite jeu où on doit gérer un hôpital avec des petites médecins, bandes dessinées dans l'écran, quelque chose comme ça. Et j'ai appris beaucoup de mots très bizarres pour les trucs très spécifiques aux médecins. Et c'était un peu bizarre, mais aussi c'était quelque chose de divertissant. Et c'était une façon aussi de créer un sens de confiance pour moi, parce que j'étais capable de le jouer en français. Et c'était la première fois que je l'ai fait. Et alors, c'était... Ah oui, c'est bon. Je pense que c'est bon de chercher des expériences, des connexions avec des cultures. J'aime beaucoup YouTube. Ça semble peut-être un peu bizarre, mais YouTube est en fait une outil fantastique pour l'apprentissage des langues, parce qu'il y a beaucoup de contenu authentique. Et aussi, il y a des sous-titres. Si ils sont générés par les robots, il y a des erreurs, évidemment. Mais aussi, c'est possible de ralentir la vitesse de la vidéo. Et c'est très utile. Je trouve que les TED Talks sont souvent fantastiques parce que, oui, je pense que tu le sais. C'est un outil vraiment très, qui est bien fait et c'est agréable à écouter. Ouais, c'est super. Mais je pense que si je peux dire une seule chose importante, c'est que la ressource correcte, c'est la ressource que tu aimes. C'est la ressource que tu voudrais vraiment utiliser souvent. Et je pense que c'est pas vaut la peine de chercher les mieux ressources, parce que mieux pour qui? C'est l'important, la chose importante, c'est de chercher les ressources mieux pour la personne. Ouais, des choses qu'on aime et qui nous apportent de la joie. Exactement, parce que ça doit se sentir pertinent, ça doit se sentir, ça doit sembler vraiment utile et vraiment passionné. Et je pense que c'est, oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que apprendre une langue, c'est une question de volonté, d'être fort, d'être dédié. Et oui, c'est ça, mais aussi c'est une question de trouver de la joie. Oui. Si on veut pouvoir continuer d'apprendre pendant longtemps, sur le long terme, pendant plusieurs années, il ne faut pas qu'on vive ça comme une contrainte, mais comme quelque chose d'agréable et qu'on soit pressé de le faire. Exactement, et je trouve que si j'arrive dans une période où je ne veux pas étudier ma langue, je dois arrêter et me demander pourquoi je ne veux pas. Et souvent, je pense que la soi-connaissance, si je peux le dire, la connaissance de soi peut-être, est peut-être inutile, indispensable pour l'apprentissage de langue, parce que tu dois savoir qui je suis, c'est quoi que j'aime et comment j'apprends, parce que chaque personne apprend dans une façon différente et il faut que tu fasses des choses que tu aimes, il faut que tu fasses des choses qui sont efficaces pour toi. Et c'est un voyage, c'est une voyage de découverte de soi, de découverte, c'est quoi marche pour moi. Ah, c'est une très belle conclusion, Paulette. Ah oui, merci. C'est très joli, c'est vrai en plus. Donc
Ouais, je suis vraiment contente d'avoir pu échanger avec toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter avant qu'on termine le podcast? Ah non, simplement merci parce que grâce à toi, j'ai découvert une nouvelle podcast français que j'aime beaucoup. C'est la tienne. Et je trouve c'est quelque chose vraiment fantastique d'apprendre une langue et j'espère que tes auditeurs gardent un esprit de possibilité, un esprit de joie dans l'apprentissage parce que sans la joie, pourquoi étudier? Oui. J'ai une citation que j'aime bien, c'est « L'enthousiasme est l'engrais du cerveau ». Ah oui, c'est totalement vrai. Voilà. Merci Paulette. Merci. J'espère que ma conversation avec Paulette vous permettra de refaire le point sur votre apprentissage si vous avez déjà commencé à apprendre une langue, que cela vous permettra de reprendre du temps pour vous questionner, pour savoir pourquoi vous apprenez une langue, à qui vous avez envie de parler, comment vous avez envie de faire les choses. Ça a été utile pour moi, donc j'espère que ça le sera aussi pour vous. Et pour soutenir le podcast, n'oubliez pas de le partager, d'en parler autour de vous. Et je vous dis à lundi prochain.